Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. L'émission Secret de prospérité de ce jour vient donc après celles qui nous ont déjà permis de recevoir trois grandes personnalités, trois grands chefs d'entreprise. Rappelez-vous, le tout dernier, c'était le directeur général de l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public, AGETIP, M. Raymond Adekambi. Notre quatrième émission d'aujourd'hui reçoit donc un autre chef d'entreprise, le président directeur général de Top Chrono, j'ai nommé M. Régis Fassia. Comme tous les autres responsables que nous avons accueillis ici sur ce plateau, M. Régis Fassia va répondre à toutes nos questions et nous révélera certainement tous les secrets qui lui permettent de bien manager Top Chrono. Et avec la plus grande franchise, M. Régis Fassia va apporter des précisions à toutes nos préoccupations pour satisfaire donc aux objectifs de secret de prospérité. Et parlant d'objectifs, je suis sur le plateau avec le promoteur de cette émission, M. Pierre Zokli d'Alcantara. Il est président de Junior Achievement Afrique francophone. C'est avec M. Zokli que nous allons prendre à nouveau connaissance des objectifs de cette émission. M. Zokli, bonsoir. Et dites-moi, pourquoi secret de prospérité ? Merci beaucoup, Angela Damata. L'Afrique est souvent présentée comme le continent des calamités, le continent des guerres intestines, le continent tout simplement des famines. Alors, mais il est important aujourd'hui de montrer aux yeux du monde qu'au-delà, n'est-ce pas, de ces faits de société qui n'épargnent aucun pays, aucun continent, il regorge en Afrique des cadres, des femmes et des hommes qui au quotidien se battent pour transformer leur milieu. Ces femmes, ces hommes qu'on appelle tantôt entrepreneurs, tantôt leaders ou tout simplement tantôt hauts serviteurs de l'État, travaillent inspirés par une grande vision, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, ténacité, beaucoup d'opiniâtreté, se battent pour transformer leur milieu et apporter la prospérité et l'espoir à leur population. Voilà, Angela Damata, la raison d'être de Secret de prospérité. Alors à présent, M. Zokli, vous allez nous aider à faire les présentations sur le plateau parce que nous avons quand même des invités autour de nous qui auront la parole tout à l'heure. Bien sûr, nous sommes très heureux de recevoir ce soir l'abbé Jonas Awansou, qui est le curé de l'église Saint-Michel. Nous avons le ministre Moïse Messan. Nous avons, bien entendu, maître Elvire Vignon. Nous avons plusieurs personnalités. Nous avons madame l'ambassadeur Bernardine Dorego. Nous avons madame Fassia. Nous avons madame Plia Daniel de Télécel Bénin. Et bien entendu, monsieur Régis Fassia, le PDG de Top Chrono. Alors, Monsieur Régis Fassia, bonsoir. Bonsoir. Et merci donc d'accepter de vous prêter aux exigences de cette émission. Je vous en prie. Alors, vous êtes le président directeur général de Top Chrono et mieux, vous êtes le vice-président du Conseil national du patronat du Bénin. Voilà ce que nous savons donc brièvement sur votre personnalité et il vous revient maintenant de nous parler plus amplement de votre personne, notamment par rapport à votre cursus académique. En somme, je voudrais que vous nous parliez de votre trajectoire professionnelle. Merci beaucoup. Avant de parler de ma trajectoire professionnelle, je voudrais tout de même apporter une petite précision par rapport à l'invitation de M. Zokli lorsqu'il m'a contacté pour me faire l'honneur de m'inviter à cette émission Secret de prospérité. Je lui ai dit que j'étais beaucoup trop d'honneur pour moi parce que d'abord en matière de prospérité, je n'ai pas le sentiment d'être une référence, pas davantage, je n'ai la prétention de parler de secret. Et lorsqu'il m'a convaincu de la nécessité de faire la chose, eh bien, je me suis senti tout à fait disposé à le faire. Dans tous les cas, je remercie beaucoup Junior Achievement d'avoir bien voulu m'inviter à cette mission. Et par la même occasion, je voudrais dire à toutes les personnes qui sont ici présentes que c'est avec beaucoup de bonheur que je suis entouré d'eux et qu'ils n'ont jamais ménagé leur soutien et aujourd'hui, ils en font encore la preuve. Pour ce qui est de mon cursus, eh bien, j'ai fait une école supérieure de commerce et je suis titulaire d'un master en marketing. Je suis rentré au Bénin en 1993 dans le cadre d'une entreprise américaine qui cherchait un cadre commercial. Et c'est comme ça que ma famille et moi, je n'étais pas marié à l'époque, nous sommes retrouvés au Bénin et on a fait notre petit cursus jusqu'à ce que nous ayons mis en place Top Chrono. Et d'ailleurs, ils ont fait quelque chose d'ailleurs. Alors, Pierre.
Oui, écoutez, vous nous avez parlé donc de cette entreprise américaine, mais écoutez, quand on est dans une entreprise américaine, en général, c'est une planque. Comment avez-vous négocié, n'est-ce pas, ce virage, hein, quitter, n'est-ce pas, une entreprise prospère, enfin, et entrer, n'est-ce pas, dans l'aventure entrepreneuriale? Oui, c'est vrai que c'est assez atypique hein, comme parcours, simplement que l'entreprise pour laquelle je travaillais, qui s'appelait Wang Laboratories, était mitoyenne à l'UNICEF, hein, qui est à la Padoue. Et c'est vrai qu'à l'époque, l'UNICEF avait de grosses 4x4 pour aller faire des livraisons de courrier. Et un jour, j'ai assisté à un incident où, me semble-t-il, un pli avait été remis à quelqu'un dans cet organisme, et puis ça n'a pas été livré à temps. Et M. Virgile Oussou, qui était le directeur administratif de l'époque, et M. Coty étaient extrêmement furieux dans le bureau. Et je leur ai dit, mais attendez, dans ces circonstances, pourquoi ne pas envisager, moi, de créer une entreprise qui ferait des courriers express? Et c'est comme ça que M. Oussou m'a dit, mais effectivement, c'est pas mauvais, c'est une bonne idée. Alors je leur ai dit, qu'est-ce que vous diriez si je voulais travailler avec vous? Ils m'ont dit, mais pourquoi pas, on s'est tout à fait disposé à travailler avec vous. Et c'est comme ça que l'idée Top Chrono a germé dans ma tête. Et puis, de fil en aiguille, j'ai conçu moi-même ce qu'on appelle le business plan, que j'ai soumis naturellement à certaines personnes de mon entourage, notamment M. Guidibi, Emmanuel à l'époque, qui était à la loterie nationale du Bénin, à mon épouse, bien évidemment, et puis à certaines personnes de ma famille. Et c'est vrai que dans cette perspective, vous voyez la difficulté qu'il y a lorsqu'on veut créer. Vous voyez ce qu'on appelle le poids familial. Vous savez, Monsieur Régis Fassia, moi je voudrais revenir sur la question de Monsieur Pierre Zoukli pour vous dire que c'est atypique de nos jours de voir quelqu'un quitter une entreprise qui est quand même prospère, dans laquelle il travaille donc, et de vouloir entreprendre. C'est vraiment atypique parce que les jeunes préfèrent donc ne pas prendre de risques. Qu'est-ce qui a été vraiment l'élément déclencheur? Non, d'abord il y a une chose qui est quand même très très vraie, c'est que je fais une école de commerce. D'accord. Et dans le cursus commercial, eh bien, on nous apprend quand même un certain nombre de choses et on a fait ce qu'on appelle beaucoup de simulations de création d'entreprise. Donc, en termes de plan de carrière, il n'a jamais été question pour moi de rester figé dans une entreprise. J'ai toujours eu la volonté et cette ambition de créer. Dans quel domaine, je n'en avais aucune idée, mais l'idée du courrier express m'est venue dans les circonstances que je vous ai évoquées tout à l'heure. Mais quand même, vous savez quand même les pesanteurs qu'il y a chez nous, vous n'avez pas été découragé? Absolument, bien sûr que j'ai été découragé. J'ai d'abord été découragé à l'intérieur même de ma famille. Hein. Vous savez, moi je me rappelle lorsque j'ai parlé de mon projet à mes parents, ils étaient extrêmement sceptiques. Je me rappelle encore, ma grand-mère m'avait dit à l'époque que si mon grand-père était vivant, qu'il ne serait pas fier de voir son petit-fils devenir facteur. D'accord. Et mes beaux-parents, qui étaient très méfiants par rapport à ces projets, étaient absolument sceptique par rapport à cela. C'est pour vous dire que du point de vue familial, aussi bien mes propres parents que tout ce qui m'entourait, eh bien, ils étaient absolument hostiles. Mais attention, cette hostilité n'est pas du tout une négation. C'est dans le souci de protéger leur enfant. Il faut faire la part des choses. C'est dans le souci de ne pas me voir déraper dans une spirale de chômage. Vous savez ce qui se passe en général dans notre environnement. Quand on fait une enquête sur vous, on dit, mais tiens, c'est quelqu'un d'une bonne famille, mais il a été aidé. C'est ce que les gens disent. Oui, c'est vrai qu'effectivement, j'ai été aidé parce que c'est très simple. Lorsque vous voulez créer un dossier à une entreprise et que vous construisez ce qu'on appelle le business plan, eh bien, il y a les banques. Les banques qui, naturellement, sont censées financer le projet que vous avez élaboré. J'ai fait le tour de toutes les banques à l'époque qui existaient sur la place et elles ont toutes estimé que mon projet était complètement en inadéquation avec l'environnement, qu'il y avait de grosses entreprises de la place qui étaient déjà opérateurs dans le transport express et naturellement je me suis retrouvé en face de mon destin. Et toutes les personnes autour de moi qui, en raison, je dirais, des liens familiaux qui auraient pu m'aider, en tout cas au niveau local, ont estimé que mon idée n'était pas du tout novatrice et qu'il fallait que je me contente de mon statut de cadre, parce que j'étais quand même cadre commercial, qu'il fallait que je m'en contente et que de toute façon, que c'était une très très belle carrière. Et bien, il ne manquait que ça. Ça va revenir, on va reprendre cette question. Ne vous inquiétez pas. On va répondre. Pas tout, non? On va monter. Monsieur Fassia, écoutez, avec tout votre enthousiasme que vous avez pour démarrer cette affaire, vous connaissez les pesanteurs de notre société, essentiellement dominés par
une culture du salariat et du fonctionnariat. Est-ce que vous n'avez pas été découragé par des amis, des parents dans votre aventure entrepreneuriale? Oui, bien sûr, c'est vrai que le découragement, il a été à tous les niveaux, hein. Déjà au niveau familial, hein. Lorsque j'ai émis cette idée, je dirais, de donner ma démission et de créer une entreprise, mes parents ont estimé que c'était une idée absolument inacceptable et qu'il ne fallait pas que je commette cette erreur. À l'époque, je venais de me marier, mes beaux-parents aussi ont estimé que c'était une erreur absolument grossière, qu'il ne fallait pas entamer une telle aventure. Je me rappelle très bien de cela. Et d'ailleurs, ma grand-mère, à l'époque, vieille qu'elle était, a quand même dit, écoute, ton grand-père ne serait pas fier d'apprendre que tu es devenu un facteur, donc il y a quand même une certaine pesanteur. Mais tout cela n'est pas fait dans un but de négation. C'est dans le souci de protéger l'enfant, de protéger l'existant. Parce qu'en fait, on a peur de se projeter vers l'avenir. Et par rapport à cela, naturellement, nos parents, avec tous les soucis qu'ils ont pour nous, avec toute la difficulté aussi à trouver du travail, eh bien pour eux, du fait d'en avoir déjà eu, il ne fallait pas s'amuser avec. C'était beaucoup plus dans cette je dirais, philosophie-là. Et en dehors de cela, naturellement, il y a les banques. Lorsque vous concevez ce qu'on appelle un business plan, les banques sont là pour vous accompagner. Il faut dire qu'à l'époque, on était en 95, donc c'était pas encore la pleine expansion économique au Bénin. Et c'est vrai que j'ai présenté mon dossier à toutes les banques de la place. Elles ont toutes, à l'unanimité, estimé que mon projet n'était pas du tout opportun et qu'il fallait que j'aille voir ailleurs. Donc, naturellement... Mais par rapport à tout cela, qui vous a vraiment soutenu? Alors, vous savez, j'ai vécu toute ma vie d'étudiant et de lycéen en France avec ma soeur, qui s'appelle Carole Fassia, qui à l'époque travaillait dans un cabinet comme auditeur chez Deloitte, ça s'appelait. Et son mari, qui est un polytechnicien qui a fait l'IX, était directeur informatique du groupe LVMH à l'époque, je me rappelle très très bien. Donc, eux, en tant que professionnels, je dirais, du management, de l'entrepreneuriat en France, des opérateurs très impliqués dans ce genre d'activité, je me suis dit peut-être qu'en leur envoyant le business plan, eh bien, ils pourraient peut-être me donner un avis beaucoup plus objectif, technique. Donc, j'ai envoyé à ma sœur le dossier de création d'entreprise. Et son mari, Philippe, m'a répondu avec un petit mot. Il m'a dit, écoute, moi je pense que ton idée est bonne. Tout ce que moi je peux te donner, c'est ce qu'on appelle les facteurs clés de succès. Donc il m'a énuméré 4 facteurs clés de succès. Et ma sœur, toujours généreuse dans son tempérament, a joint un chèque de 20 000 francs français. Eh bien, c'est avec ces 20 000 francs-là que j'ai créé Top Chrono. 2 millions de francs CFA. 2 millions de francs CFA. J'ai créé Top Chrono avec 2 millions de francs CFA que ma sœur m'avait généreusement offert. D'ailleurs, elle ne m'a jamais réclamé les 2 millions. Alors, ce qui m'intéresse, moi, vous aviez dit que dans le temps, vous étiez déjà marié. Et donc, votre belle famille, votre famille proche n'était vraiment pas pour votre entreprise. Mais comment est-ce que votre femme l'a accueilli? Quel a été son rôle dans toute cette affaire? Ben, écoutez, d'abord, lorsque j'ai donné ma démission, j'ai estimé qu'il ne fallait pas que j'informe mon épouse, parce qu'on avait quand même un salaire qui nous permettait de fonctionner. On avait déjà un enfant. Donc, elle travaillait dans une entreprise, dans un organisme à l'époque. J'ai été la voir dans son bureau. Je lui ai dit, écoute, j'ai donné ma démission et je veux créer une entreprise. Elle m'a répondu, écoute, je sais que tu as donné ta démission, je te connais. J'ai déjà dû anticiper cela, donc ce n'est pas la peine de me dire que tu veux donner ta démission. Je sais que tu l'as déjà donné. Dans tous les cas, moi, je t'accompagnerai dans ce projet. Et puis, bon, ben, on vivra de mon unique salaire. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait, c'est comme ça qu'on a fonctionné, jusqu'à ce que, naturellement, progressivement, les circonstances aidant, on a pu développer l'activité. Alors, on voit derrière tout ce que vous venez de raconter une certaine force de caractère. Et si on vous demandait de peindre vous-même votre personnage, je sais vraiment que c'est difficile de parler de soi-même, mais faites l'effort donc de nous dire ce qu'il convient de retenir de votre personne. La vérité? Oui. Je suis pénible. Ça, on l'a constaté. On l'a vécu. Mais non, enfin, bon, vous n'êtes pas pénible. Hein, c'est le propre des entrepreneurs. Ceux qui sont fonceurs, eh bien, il faut qu'ils soient atypiques. Et je crois que vous avez raison. Merci. Oui, mais en dehors de ce caractère-là, quel caractère vous a donc valu c'est peut-être le goût du risque. Quel est ce caractère donc, qui vous a valu le fait de risquer, de laisser votre entreprise et donc de décider donc... Vous savez, j'ai fait une école de commerce. Oui. Tout revient toujours à ce parcours. Et dans notre cursus scolaire, on a eu toujours pour vocation de faire de l'entrepreneuriat.
pour nous, c'était une espèce de, je dirais, d'objectif. Et la plupart de mes amis, je me rappelle très bien, étaient convaincus que je ferais de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que ce parcours facilite beaucoup les choses. C'est vrai. Et en dehors de ça, je pense que c'est peut-être aussi une question de tempérament. J'avais envie d'oser, j'avais envie de créer, j'avais envie de prendre des risques, de prendre des challenges. Et puis quand on est pénible, hein, comme je vous l'ai dit, quand on est exécrable comme moi, hein, en tout cas, ce n'est pas mes collaborateurs qui vont me contredire, eh bien, on prend le goût du risque et puis on fonce. Hein. Donc c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que j'essayerai de continuer à faire. Alors, vous avez dit que vous êtes pénible. Nous allons voir si votre entourage ou vos proches ont la même impression. Je vous défie d'entendre le contraire. Alors, nous allons. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que même lorsqu'ils disent que je suis pénible, ils restent très très longtemps chez moi. Mais attendons de voir ce qu'ils vont penser de vous. Nous avons donc promené notre micro et nous allons suivre avec vous donc ce que certaines personnalités pensent de votre initiative et de vos qualités intrinsèques. J'ai eu la chance d'être en école de commerce et dans la même classe que Monsieur Fassia. Monsieur Fassia est un véritable personnage, en tous les cas c'est comme ça que nous l'avons découvert en France. Lui, le béninois d'origine, il était venu donc suivre un cursus commercial en école et il fut rapidement le grand spécialiste des conférences devant des milliers de personnes. Il a la faculté, et nous l'avons découvert lors de ces années d'études, de rassembler et de fédérer des milliers de personnes dans des amphithéâtres, dans des salles de conférences, devant des grands patrons français. Et il a été le premier en France, en tous les cas à ma connaissance, pour sûr, en tant qu'étudiant, il a été le premier à réussir à amener dans des salles de conférences les grands patrons français en face des étudiants. C'est quelque chose, pour moi, qui me semblait extraordinaire et qui l'est toujours. Voilà. Depuis, beaucoup d'étudiants ont fait la même chose, mais il a été le premier. Il était en contact et il a réussi à fédérer les patrons et les amener à discuter avec les étudiants. Il est posé, il est d'un calme olympien, absolu. Monsieur Fassia, du fait de ses conférences, était en contact avec tous les grands patrons français. Il a eu plusieurs propositions très fermes et très franches de la part de ces grands patrons qui voulaient absolument l'intégrer dans leurs équipes. Il avait fait une demande de résidence sur le sol français pour pouvoir, bien évidemment, travailler dans ces groupes. Et nous avons tous été surpris lorsqu'il a annulé ces demandes et il a voulu récupérer son passeport béninois pour rentrer au pays et créer quelque chose au Bénin. Je trouve ça extraordinaire. Avoir le courage, quelque part sûrement le culot quand on est un peu jeune, de refuser les propositions qui lui ont été faites, alors que nous tous, en école de commerce, aspirions à avoir ces postes, nous rêvions de tous ces postes, lui les a refusés pour rentrer au Bénin et créer quelque chose au Bénin. Je trouve ça extraordinaire, tout simplement. La relation avec Top Chrono est très ancienne. J'ai connu d'abord M. Fassia, jeune cadre d'une société d'informatique qui était installée à Kadjaoun. Et quand il a voulu lancer Top Chrono, il est venu me voir. Comme son grand frère, pour me demander quel est mon avis par rapport au décrochage qu'il a effectué. Je lui avais dit à l'époque que c'est un décrochage périlleux, mais qui n'ose rien à rien. Et c'est fort de ce conseil-là qu'il a été créé Top Chrono. Donc c'est en 95 plutôt qu'on a commencé la relation réelle de collaboration entre le FAGAS et Top Chrono. À l'époque, j'étais directeur administratif et financier, donc tout ce qui est courrier et autres, c'est moi qui donnais les solutions pour qu'on puisse travailler avec telle ou telle société. Il y avait d'autres sociétés plus anciennes qu'elle, que Top Chrono, mais j'ai voulu, à travers ces relations, l'encourager, voir jusqu'à quel niveau il pourrait aller. Je crois que Top Chrono,
sans trop flatter M. Fassia, parce que ce que je dis, je le pense réellement, a été une réussite. Voilà une société africaine qui a voulu se battre, qui a fait ses preuves sur le plan national avant de s'ouvrir sur l'international. Et je crois que c'est un exemple que les jeunes entrepreneurs devraient suivre. Ce porte-veste, je l'ai eu depuis 1995, ça fait 12 ans. Avant, je l'avais quand j'étais en bas comme directeur administratif financier. Et quand je suis monté avec mon cher porte-veste. Pour vous dire que je l'ai gardé par affection par rapport à mon frère Régis Fassia. Aussi pour marquer l'ancienneté de nos relations. Au départ, vous voyez que c'est le logo représente un coursier qui va pour distribuer le courrier, pour prendre et distribuer le courrier. C'était donc le logo domestique, le logo d'un Top Chrono qui n'avait pas encore un rayonnement international. Et quand il a fallu passer à l'international, il y a des standards, il y a des normes internationales en matière de logo. C'est la raison pour laquelle Top Chrono a changé de logo. Mais moi, j'ai gardé le logo original pour des raisons affectives. L'homme, sur le plan affectif, il est très charmant. Et je sais aussi qu'il est très audacieux. Et quand on n'a pas l'audace, souvent on ne peut pas réussir dans ce qu'on entreprend. Donc je crois que c'est un battant. Et je suis sûr qu'il a déjà fait ses preuves sur le plan national. Il fait ses preuves sur le plan international. Mais je crois qu'on peut lui faire confiance. Nous connaissons Top Chrono depuis très longtemps. Je crois que même que nous avons été le premier, sinon un des premiers clients de Top Chrono. Nous avons utilisé dès l'origine les services de cette entreprise très dynamique et nous n'avons pu que nous louer des services de cette entreprise et également de son promoteur qui est M. Régis Fassia, que nous connaissons très bien, qui par la suite, bien entendu, a ouvert un compte chez Financial Bank Bénin et nous avons été très heureux de cette collaboration, de ce partenariat et des relations clients-banques que nous avons depuis bientôt 10 ans. Top Chrono a offert un service de qualité internationale à notre banque. Dès l'origine, les prestations qui ont été fournies ont été des prestations de qualité aux normes les plus élevées. Des qualités de rapidité, d'efficacité et à des coûts performants. Il y a beaucoup de concurrents sur la place, mais nous sommes restés en relation avec cette entreprise et je crois que le niveau de prestation n'a fait que augmenter depuis l'origine, depuis la création de cette entreprise. Je sais qu'elle a noué des partenariats très efficaces avec des sociétés internationales qui lui permettent d'entretenir un réseau de distribution efficace. Et donc, nous ne pouvons qu'apprécier les prestations de cette entreprise. Je dois aussi souligner le dynamisme de son promoteur, M. Fassia, qui sait que le succès d'une entreprise tient d'abord à la relation qu'il entretient avec ses clients et la qualité des services qu'il peut offrir. C'est lié aussi à la qualité du management des hommes avec lesquels il doit collaborer. Et, en tous les sens, on peut dire que M. Fassia est un entrepreneur. Régis Fassia, il faut dire, c'est avant tout un manager. Un manager qui, au fait, s'est moulé en quelque sorte dans la mouvance du siècle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Notre siècle est caractérisé par quoi? Moi, le nouveau millénaire, caractérisé par quoi? L'accélération, le temps, la communication. Et vous savez, le temps, c'est une ressource extrêmement importante. Les Anglais disent « time is money ». Et le temps, c'est un facteur très important du développement. Et Régis Fassia a pensé que il était utile, il est efficace, qu'il s'insère dans une filière qui puisse permettre aux uns et aux autres de mieux gérer leur temps et de faire en sorte que ce soit les entreprises ou les individus, puissent avoir l'information assez rapidement et que les décisions qu'ils sont amenés à prendre soient prises
dans des conditions optimum. Et à cet égard, nous pouvons, je pense, dire que M. Régis Fassia a choisi la bonne filière. Il a choisi la bonne filière parce que il rend service, non pas seulement aux individus ou aux entreprises, aux personnes physiques ou aux personnes morales, mais il rend service à l'économie. Il rend service à l'économie en permettant, si vous voulez, en contribuant, si vous voulez, à l'efficacité de cette économie-là. Parce que la messagerie, c'est quelque chose d'essentiel, d'extrêmement important. Et depuis 1995, n'est-ce pas, qu'il est sur ce chantier, il s'est donné corps et âme. Il s'est donné corps et âme, il s'est donné avec foi, il s'est donné avec compétence. Je l'ai vu personnellement à l'œuvre. Et je crois qu'il s'est en quelque sorte positionné sur la scène économique et la scène commerciale du Bénin comme un géant de la messagerie. Monsieur Régis Fassia, c'est un homme très dynamique qui a beaucoup d'imagination et qui a également le sens de leadership. Ça, c'est fondamental. J'ai beaucoup échangé avec lui. On a travaillé sur des dossiers et j'ai vu comment ça se passe. Il a beaucoup de leadership. Il a l'esprit de créativité et la suite, vous avez le résultat. Et Top Chrono également, à travers son directeur général, c'est une société citoyenne, une entreprise citoyenne qui ne pense pas uniquement à la rentabilité interne de l'entreprise, mais également à l'environnement national. Et c'est là le second aspect dont je voudrais parler sérieusement d'ailleurs, parce que l'activité même de Messagerie Express, de loin, on ne s'imagine pas ce qui s'y passe. Au-delà des courriers qu'on envoie, des marchandises, il y a beaucoup d'actions, d'actes de fraude, d'actes illicites qui s'y passent. D'abord, certaines personnes reçoivent des colis qui sont des échantillons de marchandises non gratuits. Ils viennent les récupérer avec de fausses identités et disparaissent dans la nature. Et après, nous, au ministère du Commerce, nous recevons des courriers des expéditeurs qui déclarent avoir été escroqués par telle ou telle personne. Et quand on remonte la filière, nous constatons que c'est des personnes qui n'existent pas, qui ont donné de faux noms, donc des personnes fictives pratiquement. L'autre aspect également, je pense que vous avez vu les preuves, là, il y a beaucoup de transactions frauduleuses sur des valeurs monétaires fausses également. Vous avez des faux dollars, des faux travail chèques, etc., qui utilisent ce système-là. Et là où je dis que Top Chrono fait partie des entreprises citoyennes, c'est que depuis plus de 10 ans, le PDG de Top Chrono et moi, nous avons travaillé ensemble pour essayer d'enrayer autant que faire se peut ce phénomène-là. Alors, nous avons pu vous voir donc sourire à certains endroits de ce reportage. Et maintenant, j'aimerais que vous nous fassiez part donc de vos réflexions et commentaires. D'abord, le premier reportage, c'est effectivement un ancien camarade d'école, Patrice Elolé, qui a parlé des conférences d'école que j'organisais. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Ce n'est pas du tout moi qui ai innové ce concept en France, en tout cas quand on était étudiant. Eh bien, c'est une idée qui est venue d'un jeune étudiant qui s'appelait Jean-Michel Abimbola. À l'époque, il faisait une école de commerce tout à fait prestigieuse, et puis il a créé ce qu'on appelle une BDE, qui s'appelait Enjeu Capital. Et c'est Enjeu Capital qui organisait de très grandes manifestations de cette nature-là. Et puis un jour, j'ai été le voir, je dis, écoute, j'aimerais bien faire la même chose à Grenoble, là où je suis. Et il m'a dit, écoute, c'est très simple, crée toi aussi ton association de Loi 1901 pour faire ce genre de conférence. Évidemment, j'ai créé cette association et j'ai demandé à tous mes camarades d'école de constituer le bureau. Naturellement, on a constitué le bureau. Plutôt que de me choisir comme président, parce que c'est quand même moi qui ai eu l'idée, on m'a pris comme vice-président. Quand j'ai téléphoné à Jean-Michel, il me dit, attends,
tu n'espères quand même pas que les Blancs te prendront comme président d'une association française. Donc c'est la première leçon que tu vas tirer de cela. Donc c'est lui qui a eu ces genres d'idées, c'est vrai qu'on a essayé de développer. Et tout à l'heure, lorsque j'ai écouté M. Couillon Stanislas, c'est beaucoup trop d'honneur et beaucoup trop d'amitié à mon endroit. Et ça me ramène à quelques mois en arrière. Vous savez, j'ai beaucoup d'affection pour toutes ces personnes. Et d'ailleurs, vous en avez vu quelques-uns ici. Je me rappelle Maître Bertin Bornand, je suis sûr que s'il était vivant, il aurait été naturellement parmi nous aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a apporté une aide fondamentale à Top Chrono. Et lorsque j'ai été le voir un mois avant son décès, à l'époque, il parlait déjà très difficilement. Quand il m'a regardé, il m'a reconnu et il m'a posé une question. Il m'a dit « Comment va Top Chrono ?» Très bien. Et lorsque des gens comme ça vous apportent leur soutien, vous n'avez pas le droit de les décevoir. Vous avez envie de vous battre, de continuer à mériter leur confiance. Okay, merci beaucoup. Je connais très bien M. Stanislas Yedomokpoyon, que j'avais également invité à ces genres de conférences quand il était représentant spécial de la Banque mondiale auprès de la Banque africaine de développement. Je l'avais invité dans mon école, là où j'étais chef de département management, et je sais de quoi il parle. Monsieur Fassia, dites-nous, vous avez toutes les possibilités, n'est-ce pas, en France? Votre camarade de classe l'a dit, et vous laissez tout tomber, vous rentrez au Bénin pour une aventure. Que pensez-vous de nos jeunes qui, eux, ont plutôt le regard tourné vers l'Europe? Ils pensent que c'est là-bas l'Eldorado, c'est là-bas leur avenir, alors que vous faites le sens contraire. Que pensez-vous de tout ce qu'on appelle la fuite de cerveau aujourd'hui? Il y a des gens très brillants qui restent là-bas. Pourquoi? Quel message avez-vous à leur adresser? Non, je pense que la vie est une question de choix, d'une part. Et d'autre part, les opportunités ne sont pas toujours les mêmes. Vous savez, la plupart des personnes qui rentrent aussi, c'est parce que